Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Je pense que pour commerce, je sais que ça aura un impact sur le travail qui était de façon ordinaire fait, mais ce secteur est moins concerné par ces restrictions que d'autres secteurs économiques. Attention. En fait, il y a un maillon que vous semblez écarter dans cette logique, c'est de savoir que la plupart, les quantités sont importées, elles sont importées, et la production au niveau international a aussi baissé. Ouais. La demande croît, et les quantités sont moindres. C'est pour pallier ce besoin que l'on pense qu'il faut engager une action dans le secteur agricole. Nous sommes partis peut-être pour 3 mois ou 4 mois avec cette pandémie. 3 ou 4 mois, je ne sais pas quelle variété de riz vous avez qui pourra pousser rapidement afin que nous puissions. Moi, je sais pas. Il y en a, mais bon, c'est une autre. Après, vous allez faire vos études dans l'expérimentation, vérifier que tout va bien. Non, écoutez, non, mais bon, on va le suivre. Je sais de quoi je parle. On a été à Dunkerque, vous savez bien. Il y a des variétés de 2 mois, ça c'est connu aussi. Il a fait venir des variétés. Il y a des études préalables qui ont été effectuées et tout cela. C'est vrai que des variétés ont donné à ce niveau, mais on ne le fait pas comme ça. C'est pas du tac au tac. L'agriculture, encore une fois, c'est pas une question de muscle. C'est une question de connaissance. C'est une question de stratégie. On ne se réveille pas un bon matin pour dire qu'on atteint l'autosuffisance alimentaire. Moi, ce que j'aimerais dire, ce que l'État peut faire pour soutenir un peu... Non, on en vient aux solutions. Voilà, ce que l'État peut faire pour soutenir ce secteur, pour l'instant, je ne dirais pas ce secteur, pour soutenir les consommateurs, il y a un seul truc, c'est d'acheter, de permettre qu'il n'y ait pas de rupture de stock. C'est tout. C'est pas en réveillant le secteur agricole. Ils ne pourront pas le faire maintenant et mettre un fonds en ce moment-là, dans ce secteur, en temps de guerre, alors qu'en temps de paix, on ne l'a pas fait, ce serait le dilapider ce fonds. Moi, je trouve qu'il faut rassurer les commerçants qui sont quand même organisés, faire de telle sorte que le ministère du Commerce puisse veiller à ce qu'il n'y ait pas de rupture de stock en ce qui concerne les denrées de première nécessité et que les prix ne flambent pas, surtout que ce temps de disette-là un peu coïncide à l'arrivée du mois de Ramadan. Je pense qu'il ne sera pas reporté parce qu'il n'y a pas de report du mois de Ramadan. Alors donc, à ce moment-là, le gouvernement pourrait jouer un rôle. Mais ce n'est pas maintenant, encore une fois, qu'il va falloir se réveiller pour dire qu'on va relancer le secteur agricole en temps de guerre. Il faut réveiller le secteur de la santé. Il faut faire de telle sorte qu'après Covid-19, que nous n'ayons pas ce que nous avons, que nous ne vivons pas ce que nous avons vécu après Ebola. Parce que je vous dis encore une fois, après Ebola, on aurait dû être le pays le mieux préparé en termes sanitaires face à toutes sortes de pandémies qui surviendraient dans le monde. Ce qui, malheureusement, jusqu'à date, n'est pas le cas. Et je continue de croire, Moussa Moïse, vous avez vos raisons, je les comprends, et elles ont tout leur sens. Mais je pense encore une fois que l'État guinéen ne tiendra pas les achats sur la durée par rapport aux denrées de première nécessité, comme le riz. Antoine Kourma, on embraye avec vous, on parle de riz, et vous vous êtes intéressé à un dossier qui traite également de riz. Qui traite de riz, mais qui surtout parle d'une question de morale au sein de nos services de sécurité parfois. Et ce qui se passe, on a suivi cette histoire de produits pharmaceutiques avec la brigade Medicrime à l'époque, un camion qui avait disparu à hauteur de plus de 30 et quelques milliards de francs guinéens. Et aujourd'hui, on parle d'une quantité importante de riz pourri et qui a été reconditionné à Koya, dans une ferme de volailles, et aujourd'hui on ne sait pas où est partie cette quantité de riz. Je vous explique ce qui se passe. Le lundi dernier, il y a le commissariat central, je crois les images se passent de commentaires à l'instant. Le lundi dernier, au commissariat central de Koya, le commissaire principal, qui est le commissaire Kaoulé Traoré, qui mandate ces éléments pour aller mettre aux arrêts un commerçant ou un fermier du côté de Koya, je crois c'est entre Koya et Pumania, j'oublie un peu le nom du secteur. On va arrêter le détenteur de la ferme
qui avait une maison inachevée, où il a acheminé des tonnes de riz, mais qui étaient pourris. Un certain Yansané, il s'appelle... Yansané. On voit en image ces riz pourris qui sont là maintenant, avec dans des sacs de riz assez dégradés. On les sort de ce sac de riz-là, on les nettoie, on les lave, on les remet dans de nouveaux sacs de riz, avec une technique de date. Vous voyez qu'on y a mis des dates d'expiration et d'autres de fabrication pour indiquer la date à laquelle ça a été produit et celle à laquelle ça va expirer. On va jusqu'à 2021 pour la date d'expiration. Du riz pourri. Du riz pourri qu'on reconditionne pour remettre dans la circulation. Qu'est-ce qui se passe? Après que le commissariat a envoyé ces éléments pour mettre aux arrêts cet individu, on l'envoie au commissariat. On prévoit que la presse vienne pour, comme d'habitude, prendre en image ces tonnes de riz-là, également son propriétaire. Alors, la surprise a été quoi? En lieu et place de la présence de la presse pour montrer en image ces quantités de riz-là, le commissaire, selon nos informations, passe un deal avec le commerçant en question, avec le propriétaire de ces sacs de riz-là. Celui-ci, lui, passe, je mets au conditionnel parce que on attend de prouver cela encore, lui passe 10 millions de francs guinéens. Les grandes gueules. 10 millions pour étouffer l'affaire, pour empêcher que la presse ne vienne sur le terrain, pour empêcher que le commerçant ne retrouve sa marchandise complètement bloquée. Donc, les 10 millions sont pris par le commissaire et ensuite, 6 tonnes de riz. Parce que dans le camion qui a été acheminé au commissariat, il y avait 125 sacs de riz qui faisaient au total 6 tonnes qui par la suite ont été revendus au marché de Koya. Un peu plus de 6 tonnes. 6 tonnes et demi qui ont été revendus au marché de Koya à des commerçants. À 180 000 francs le sac de riz. Du riz gentil. Gentil. Donc, au lieu que la presse ne vienne désormais, l'option de la presse est mise de côté, le commerçant est libéré, le riz disparaît. Il retourne à sa ferme pour encore reconditionner les riz et continuer la vente. Il réussit à faire sortir 2 camions remplis de riz pour les envoyer à Madina en plus de 2 minibus remplis de sacs de riz. Lorsqu'il faisait l'opération, le commissaire ramène le lendemain mardi d'autres éléments pour mettre la main sur 50 autres sacs de riz qui sont envoyés au kilomètre 43 près de l'usine Topaz où se trouve un commissariat de police. À l'heure où nous parlons, ces sacs de riz y sont déposés. C'était quoi la technique? Il faut montrer qu'il y a effectivement une opération qui a été menée et qu'il y a eu une saisie. Et les 50 sacs de riz, c'était justement pour montrer que l'opération a réussi. On a pu mettre aux arrêts un commerçant ou un détenteur de riz pourri. Voici le colis. Oui, mais avec une très petite quantité. Justement. La quantité précédente a disparu et suite au deal passé entre le commissaire et le commerçant en question. À ce jour, le commerçant, M. Yansané, je crois il est prêt à prendre la parole ce matin, a été mis en liberté. Au lieu qu'il soit remis à la justice, a été mis en liberté. Il est libre de ses mouvements aujourd'hui. Et la question que je me pose, parce qu'on a des images qui sont passées tout à l'heure sur Espace TV, nous constatons que ce riz a été revendu à la population. Ce riz pourri va être consommé par la population et des commerçants sont en train de le revendre au marché de Koya et également au marché de Madina. Le commissaire de police qu'on a contacté hier, parce que lorsque je l'ai appelé, lorsque je lui ai exposé les faits, il a semblé tout de suite énervé, il a coupé le téléphone. 10 minutes après, il m'appelle pour m'exposer d'autres faits. Il dit, bon, effectivement, M. Kourouma, j'ai arrêté des riz, mais les 50 sacs de riz, ils sont à 43. Je dis, mais monsieur le commissaire, je sais qu'il y a eu 2 opérations. La première, on ne sait pas où sont les quantités, où sont parties les quantités. Il a semblé ne pas reconnaître les faits. Et donc, c'est pourquoi ce serait important ce matin que le commerçant en question intervienne afin d'expliquer ce qui se passe, de confirmer ce que nous disons. Parce que j'ai envie que le commissaire en question démontre les informations. Antoine Kourouma, que vous avez aussi eu le commerçant impliqué dans l'affaire. Hier, je l'ai eu au téléphone. Il n'a pas nié les faits. Il a dit qu'il serait prêt à intervenir si on l'interpellait pour cette question, parce qu'il a semblé vouloir légitimer ce qu'il faisait, alors qu'on a des images sur nous qui attestent clairement que ces riz étaient impropres à la consommation. Et de l'autre côté, ce qu'il faut préciser, c'est que pour l'opération de vente
de cette tonderie, c'est le commandant de peloton adjoint. Le capitaine, je crois c'est Sidiki Giri, qui a procédé à la vente de ces sacs de riz là. Le commissaire s'est complètement effacé. L'opération avait lieu pour son compte et lorsque ça a eu lieu, c'est lui qui a empoché un montant de 23 millions de francs guinéens, en plus des 10 millions qu'il a perçus au départ. Donc il a dribblé tout le monde. Voilà. Et donc, le constat, c'est cela. Il y a cette cupidité de nos agents, cette forme d'action immorale qui a lieu au niveau de la police. Et j'estime qu'il est important que ce soit clarifié afin que ces tonnes de riz qui sont maintenant là ventilées sur le marché soient saisies et que la personne à l'origine de cette opération-là soit non seulement interpellée afin qu'elle réponde de ses actes. Le commerçant en question, M. Yansané, qui est à Bentouraya, le nom me revient, Bentouraya, c'est à Koya. Je connais bien Bentouraya. Voilà, c'est dans une ferme de Manéa. C'est important qu'il soit interpellé afin qu'il réponde de ses actes, parce qu'à ce niveau-là, il s'agit de santé publique. On met sur le marché des riz qui, pour moi, doivent être jetés. Parce que l'argument avancé, c'était que ces tonnes de riz, ces quantités de riz servent à la volaille, à la nourriture de volaille. Mais ce qui n'a pas été le cas, on a plutôt réorienté la destination de ces quantités de riz-là. Et malheureusement, cela se passe chez nous. Et des Guinéens se rendent complices de telles pratiques. Et je trouve dommage que la police encourage de telles initiatives, alors qu'ils auraient dû être ceux-là qui mettent aux arrêts de tels criminels qui ont tendance à contaminer carrément la population. Voilà, Antoine Kourouma, c'est quand même odieux, horrible, tout ce que vous nous rapportez ce matin, des scènes de cupidité. Est-ce que l'on va faire, on va appeler ce commerçant pour tenir son propos et on va savoir, on va chercher à en savoir un peu plus. Moussa Moïse, il faut quand même dire qu'on est habitué à ce genre de choses. Ce n'est pas une première, c'est plutôt commun en Guinée. C'est commun. Et puis, ce qui se passe, c'est que c'est ce cas, c'est la face visible de l'iceberg qui est mis aujourd'hui, qui est mis sur la place publique. Sinon, je pense que nous sommes, c'est-à-dire nous, les humains, les citoyens guinéens et la volaille, les poulets, les coqs, nous sommes logés à la même enseigne. De façon, je parle de l'alimentation. Nous sommes logés à la même enseigne. C'est-à-dire que quelquefois, tu manges ce qui appartient à tes chevaux. Non, mais en vérité, on ne donne même pas ça à la volaille. C'est ça la vérité. Oui, mais quelquefois, vous consommez la même chose. Et puis, la technique, elle est simple, quelquefois. Parce que j'ai pu assister à un cas pareil. Même si la dame, elle a été appréhendée et puis elle a payé une forte amende. C'est-à-dire que du riz qui n'est pas destiné à la consommation a été donc mélangé avec une quantité propre et on en a fait une sorte de riz bien parfumé qui sort d'une usine. On a mis tout ça dans un sac et c'est parti sur le marché. Donc vous voyez bien que en dissimulant tout cela, les mauvaises graines dans du riz en bon état, ben ça passe inaperçu et vous préparez tout cela. Vous avez une constipation terrible comme si vous mangiez du sable de Sahara. Et puis vous avez l'impression d'avoir vos intestins qui se découpent. Exact. Parce que tout simplement ce qui est dedans, ce qui est consommé, n'est pas du tout destiné à la consommation, à l'alimentation de l'homme. Moi je trouve que première chose, les enquêtes doivent être diligentées du côté du ministère de la Sécurité. Le général Bafoué et ses hommes certainement nous écoutent. Il va falloir arrêter ce commissaire, l'interroger pour savoir réellement le rôle qu'il a joué dans cette histoire. Le ministère du Commerce aussi doit se saisir de cette situation. Ils ont un institut national, la métrologie. Exactement, qui existe. Il faudrait que le ministère du Commerce comprenne que sa responsabilité, ça va au-delà d'une question pécuniaire, d'une question économique. La responsabilité du ministère du Commerce est intimement liée à une question de santé publique. C'est-à-dire que souvent, nous ne partons pas chercher les causes de nos maladies là où il faut les chercher. Allons chercher les causes de nos maladies dans nos assiettes. C'est là où se trouvent les origines de nos maladies. Si nous faisions attention aux campagnes, aux denrées alimentaires qui sont déversées dans nos différents marchés, s'il y avait un contrôle systématique à Madina, dans tous les autres marchés, contrôle qualité, je pense qu'on aurait mis hors d'état de nuit de nombreux commerçants mercantilistes, mais aussi on aurait pu mettre la population à l'abri de certaines années alimentaires. Moi je trouve que à ce niveau, le ministère du Commerce doit pouvoir se donner les moyens pour que cette inspection soit organisée. Et puis cet institut, je ne sais pas si tout ce qui entre sur le marché guinéen passe au moins à la normalisation. C'est très bonne question. C'est pas possible. Les jus et autres, parce que très souvent vous achetez des jus et autres qui
et autres denrées alimentaires qui ont 2 dates d'expiration. Deux dates. Oui. Oui, 2 dates d'expiration. Vous avez une Les première grandes date gueules. qui a été mal effacée. Incroyable. Vous avez une deuxième date. Vous sentez même quand vous frottez bien, vous pouvez faire effacer la deuxième date. Parce que tout cela a été fait quelque part à Conakry. À la volée. Ce n'est pas normal. Il va falloir que sur cette affaire, que l'enquête se poursuive et que les 2 ministères puissent se lever, le ministère du Commerce et le ministère de la Sécurité. Et Jacques Léoal, le commerçant d'Antoine, qui ne veut pas décrocher du tout notre appel, je crois qu'on va insister tout à l'heure, mais quand même la question elle reste posée. Dans un pays où le contrôle de qualité ne fonctionne pas vraiment, on sait pourquoi, et où aussi les associations de consommateurs auraient pu un peu mieux faire. Oui, ben, les associations des consommateurs. Quand j'ai écouté Antoine tout à l'heure, la première réaction qui m'est venue, j'ai dit il faut se lever tout de suite pour aller saisir cette quantité à Madina et à Koya. Mais après, je me rends compte avec la technique qui est utilisée, je ne crois pas que ce soit possible. Parce que les sacs peuvent être dissimulés parmi tant d'autres. Vous aurez du mal, n'est-ce pas, à découvrir le bon, le mauvais parmi les bons qui sont entreposés là. Et il y a une question bien simple, parce que si avec la technique utilisée, je crois que c'est bien possible de mettre la main sur ces sacs de riz là. C'était le prix. En allant depuis le départ. Non, mais ça c'était le Non, départ. mais on n'est plus au départ. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut? C'est depuis lundi. De lundi à aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de jours. C'est aujourd'hui, on en parle. Oui. Officiellement. Donc, ça C'est veut dire qu'il y a eu du Antoine. temps. Très compliqué. Si on veut saisir maintenant les sacs là, il y a un premier élément sur lequel on pouvait se baser. C'est-à-dire le sac qu'on vend aujourd'hui à 180 000. C'est inimaginable, ça n'existe pas. Maintenant, si on en vend, et bien évidemment, ça peut porter à confusion. Mais déjà, nous en avons parlé, les commerçants sont aussi intelligents. Ils vont mettre les prix au même niveau pour qu'il n'y ait plus de soupçons autour de ça. Non, ils vont dire ça, c'est du riz fait Nigeria. Oui, voilà. Je pense que les services contrôle qualité devraient pouvoir bouger. Il y a une indication qui est quand même donnée, c'est à Madina et à Koya. Il faut aller tester toute la quantité de riz qui est là-bas, si c'est vraiment possible, mais en tout cas, il faut le faire. Il faut vraiment tester tous les sacs qui sont là-bas pour qu'on puisse savoir si on peut enlever, n'est-ce pas, cette quantité-là. Je crois que c'est quand même très, très, très compliqué de savoir qu'il y a des Guinéens qui peuvent, c'est-à-dire au moment où vous êtes en train de vous battre contre une pandémie, qui peuvent amener, n'est-ce pas, qui peuvent créer d'autres conditions pour que les gens soient encore davantage malades. Il y a une autre maladie, vous êtes en train de la combattre, mais on envoie encore du riz pour que les gens consomment tranquillement pour qu'ils soient malades. C'est vrai, aujourd'hui, quand on envoie un sac de riz, on dit même à 200 000, les gens vont tout de suite courir pour aller chercher ça, parce que le riz est extrêmement cher. C'est vraiment immoral. Alors, le riz qui est cher, qui est immoral, Moussa Moïse, parfois il y a des saisies, il y a des arrestations, mais très vite, les mêmes personnes sont libérées. On ne sévit pas assez sur ces questions. Or, la plupart de nos maladies aujourd'hui sont dues à la qualité ou au défaut de qualité de ce que nous consommons. Ce que je disais, il y a ce travail qui a été fait. C'est vrai qu'on peut avoir quelques reproches à faire à Tchebro, à son équipe, mais il y avait quand même de la volonté dans les actions qu'il a pu mener sur le terrain. Les différentes saisies qui ont été effectuées, je ne sais pas après quelle est la suite qui a été donnée à tout cela, parce que le rôle souvent d'un officier de police judiciaire, c'est de réunir les preuves, les rassembler, donc les transmettre à un procureur. Après, la justice doit jouer son rôle. Et c'est à ce niveau très souvent que ça piétine. Parce qu'il y a des arrestations, il y a des mises en relation, et même lorsque une enquête de ce genre policière est ouverte, la justice n'a pas besoin d'attendre que le policier finisse ou le gendarme finisse. Si la justice est sérieuse, elle peut directement se saisir de l'affaire et agir, veiller à ce que... Et la direction du contrôle qualité peut faire pareil. Exactement. À partir de maintenant. Mais je ne trouve pas que ce soit comment dirais-je, une sorte de priorité de la part du ministère du Commerce, parce qu'il y a une chose qui reste claire. Il faudrait peut-être que le ministère du Commerce, on a écouté la fois dernière Big Up, qui disait que l'un de ses objectifs, c'était d'amener nos marchés à être des marchés spécialisés, marchés de vente de poissons frais, de viande, et pour ne pas que ce soit une sorte de foutou comme ceux à quoi nous assistons du côté de Madina. Mais l'une de ses priorités doit être également d'homologuer un peu les types de sacs, les types de sacs de riz, les qualités de riz, c'est-à-dire que ce soit des normes
qui permettent, qui soient édictés, connus de tous les commerçants, afin qu'ils soient au courant que quand vous importez tel sac de riz, ça ne peut pas entrer sur le territoire national. C'est comme le cas du Sénégal. Il y a des types d'huile qu'on écrit dessus vaguement huile sans cholestérol, mais c'est justement huile avec cholestérol. Absolument. Donc il y a des types d'huile comme ça qui n'entrent pas. Déjà, vous savez. Mais c'est reconverti, à l'époque, je suivais une enquête à ce sens, c'est reconverti dans d'autres bidons et revendu dans des pays moins sérieux comme la Guinée, comme la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Parce que de l'autre côté, on ne se permet pas cela. Alors, donc, il faudrait que des normes soient édictées, les types de riz et la qualité de ces riz-là, que toutes ces normes soient édictées et mises à la disposition des commerçants afin qu'ils sachent ce qu'il faut importer. Dans le cas des médicaments, bon, sur les textes, ça existe. Il y a, lorsque vous voulez mettre en circulation un médicament, une molécule, il y a d'abord des normes auxquelles vous devez vous plier, sinon votre médicament ne peut pas être vendu sur le territoire national. On peut faire de même avec les denrées alimentaires. Encore une fois, ce serait un manque, ce serait un avantage pour le ministère de la Santé, parce qu'on aura moins de personnes à soigner, parce que c'est intimement lié. On ne peut pas dissocier ce que nous mangeons et les maladies qui nous emportent souvent. Donc nos problèmes de santé, je pense qu'on les trouve d'abord dans nos assiettes. Si on veille à ce que tout ce qu'on nous vend dans les marchés soit propre et autres, je pense qu'on peut éviter à l'État même de débourser assez d'argent pour soigner ses concitoyens. Mais si on ne le fait pas, il va falloir continuer donc à soigner ces gonococcies et autres maladies liées à la constipation. Un dernier mot. Bon, c'est pas le riz. Et parfois, on est étonné de mourir de crise cardiaque et on se demande souvent c'est qui nous tue. Ce sont parfois de tels comportements qui, pour moi, relèvent de cette considération égoïste parfois qui nous mettent dans cette situation. À mon avis, le commissaire aurait pu rentrer dans l'histoire. S'il réussissait à démanteler ces réseaux et le mettre pratiquement et faire en sorte que la presse déballe la chose. Mais aujourd'hui, c'est lui pratiquement qui va s'enfoncer parce que en voulant traiter la chose à son niveau, en voulant trop gagner à ce niveau, on constate qu'il est beaucoup trop allé loin. Et parce que cette quantité de riz, encore une fois, je rappelle, se trouve au marché de Koya et nous poursuivons nos enquêtes et dans les jours à venir il y a d'autres éléments qu'on va brandir pour toujours poursuivre ce dossier, mais ce qu'il faut préciser, je le dis avec des précisions, les noms des personnes impliquées dans ce dossier avec des images à l'appui comme pour dire que nous ne racontons pas du n'importe quoi. Il y a effectivement eu cette opération et les 50 sacs de riz à ce jour sont au niveau du commissariat de 43, c'est déposé là, mais les kilomètre autres, 43. Oui, kilomètre 43. Les autres ont disparu carrément et le commerçant en question est libre de ses mouvements, il n'est pas inquiété et chacun est libre de faire ce qu'il veut dans ce pays et ça ne dit rien aux autorités. Alors c'est un sujet bien entendu que les grandes gueules vont continuer à suivre pour vous. Plus que 8 minutes entre vous et nous, les grandes gueules se poursuivent. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça, les grandes gueules. Retour donc en ce studio pour la toute dernière tranche de cette émission. On le disait dès l'entame de l'émission, il était possible bien sûr de parler de l'AHAC qui va finir son mandat très bientôt et qui va être remplacé par une autre. C'est le moment des consultations pour l'identification des personnes qui potentiellement feront partie de l'organe fêtière de la presse en Guinée. Et pour cela, nous aurons tout à l'heure Sidi Diallo du syndicat des professionnels de la presse. Jacques Léoaleno, le ministre de la Justice, a donc demandé à toutes les associations de faire des propositions sur d'éventuelles candidatures, sauf que ce sont les mêmes associations qui ont reçu les invitations du ministre de la Justice, bien entendu, et finalement... Il est en même temps ministre exactement, en charge des relations des institutions. Et ignorant ainsi certaines, parce que le milieu a quand même muté, il y a de nouvelles associations, et il y a aussi ce syndicat qui ne trouve pas son compte, on va voir ce qu'il dit tout à l'heure. Oui, il faut une certaine ouverture, parce qu'il faut dire que même les choix qui avaient été faits au départ, au sein même des associations qui avaient été contactées à l'époque, je pense à l'URTELGI, l'AGPI, la GIPEL et puis l'association des cinéastes et autres. Vous avez entendu les problèmes après. Au sein de l'URTELGI, par exemple, il n'y a pas eu de communication au départ pour qu'on sache
qui représentait les radios et les télévisions. Peut-être qu'il y a eu échange de coups de fil entre les patrons des médias, mais nous qui travaillons pour les radios et les télévisions n'étions pas informés. Bon, après, c'est Elhaj Ousmane qui est là-bas et puis il a fait donc son mandat. Il y a eu... Très dynamique par ailleurs. Très dynamique, en tout cas très dynamique lui. Après, il y a eu ces problèmes au niveau de l'association des cinéastes. Vous vous rappelez, la personne qui a été désignée, la personne à qui on a donné le nom pour aller déposer a changé le nom entre là où le nom a été choisi et le lieu de dépôt. Déposer. Donc il y a toutes ces informations. Je souhaite vraiment qu'il y ait une communication cette fois-ci. D'abord, cette ouverture que notre ami est en train de souhaiter, moi je le revendique aussi, je le réclame aussi. Il faut qu'il y ait une ouverture, qu'on puisse prendre en compte de nouvelles associations de presse, mais également qu'on puisse communiquer les noms des personnes qui sont désignées, pour que lorsqu'il y a confusion, qu'il y a changement de nom, que nous puissions juger. En tout cas, c'est une ouverture qui ne plaît pas du tout côté patron de presse. Il est avec nous, Sidi Diallo, bonjour. Oui, bonjour Tamba et bonjour à tous vos auditeurs. Merci de vous prêter à nos questions ce matin. On va avec vous, Antoine Kourouma. Sidi Diallo, rebonjour. Dites-nous, on apprend qu'à ce jour, la HAC, le mandat de la HAC tire à sa fin et on apprend qu'on doit désigner les nouveaux représentants. Dites-nous où en est-on avec ces nouvelles personnes qui doivent représenter la presse à la HAC, et est-ce que le syndicat de la presse privée est intéressé pour occuper une fonction de ce côté? Oui, bien sûr, affirmatif. Le syndicat de la presse privée est vraiment intéressé pour envoyer son représentant au sein de la haute autorité de la communication. Ça fait déjà 2 mois, on avait même entamé les démarches bien avant même la fin de ce mandat. On est allé rencontrer le ministre de tutelle, c'est le ministre d'État, ministre à la Justice chargé des relations avec les institutions, Elhaj Mohamed Lamine Fofana. On l'a rencontré pour dire que le syndicat, après tout ce qu'on a suivi les 5 dernières années, veut quand même envoyer un représentant pour porter le message des employés de la presse privée. Parce que le constat, c'est quoi? Vous ne direz pas le contraire. Pour la plupart, ceux qui nous représentent, ce sont des patrons de presse. C'est les patrons de presse qui nous représentent là-bas. Et c'est pourquoi la plupart des décisions qui sont prises au sein de cette grande institution, on n'est pas consulté. C'est pourquoi vous avez suivi ces dernières années beaucoup d'arrestations des journalistes qui ont été traduits devant les tribunaux. C'est parce que pour nous, nos représentants n'ont pas tellement joué leur rôle. Donc pour nous, quand on a un représentant du syndicat qui représente quand même les journalistes et les employés, beaucoup de choses beaucoup de problèmes quand même seront réglés. Allô? Donc on a rencontré le ministre, le ministre a donné son accord. À l'époque, il a dit qu'il allait étudier nos dossiers parce qu'on a déposé tous les dossiers demandés. Mais à notre fois d'étonnement, avant-hier, on apprend qu'il a décidé de reconduire les mêmes associations qui étaient à la HAC. Comme si, durant 5 ans, il n'y a pas de changement de ce côté. Comme durant 5 ans, c'est les mêmes associations. Alors que si vous vous référez sur la loi M003, sur la composition de la HAC, c'est 11 membres, mais parmi les 11, il y a 5 places octroyées pour les structures de presse et on n'a pas dit, on n'a pas défini c'est telle association ou c'est telle structure. On a dit tout simplement 5. Donc pour nous, le ministre devrait revoir la situation pour envoyer les structures représentatives. Mais à la dernière minute, on a appris une information. Il paraîtrait que certains patrons de presse, je le dis, je ne vais pas citer de nom, sont allés voir le ministre pour dire que le syndicat n'est pas représentatif sur le terrain, que eux, ils représentent un employé, un patron de presse. Donc, c'est assez faux. Sidi Diallo, certains patrons de presse, vous pensez à qui? Dites-nous tout. Mener nos enquêtes. Il y a même certaines autorités qui ont déjà commencé à contacter le ministre pour redresser la chose parce que pour l'instant, le gros travail n'est pas fait parce que le tout doit être entraîné par le président de la République. Mais il a dit à ses intellectuels, non, qu'on m'a dit que le syndicat n'est pas représentatif sur le terrain, que des associations de presse sont venues de dire que le syndicat ne représente rien sur le terrain, que c'est eux qui représentent employés et employeurs. D'accord, allez-y Moussa Moïse, Sidi, on va s'écouter, allez-y Moussa Moïse. C'est noble le combat que le syndicat mène. Et il faudrait peut-être élargir ce combat
pour que ce soit un combat général, que pour permettre aux syndicats d'avoir un représentant, mais plutôt pour permettre à ce que les textes qui régissent le fonctionnement de la HAC soient respectés. Les textes parlent de renouvellement complet. Donc il faudrait que ce renouvellement se fasse. J'aimerais donc que le combat parte dans ce sens, que le ministre comprenne qu'ils doivent se soumettre, lui et toute son équipe, ils doivent donc se soumettre au respect de la loi en vigueur, c'est-à-dire permettre que ce renouvellement se fasse de la tête aux pieds. Oui, effectivement, nous, c'est ce que nous demandons. On ne dit pas il faut en 30 secondes. Le syndicat. Ou bien, allô? Voilà, je disais qu'on ne demande pas obligatoirement le syndicat, ou bien on ne veut pas juste aller parce que nous voulons aller, mais le ministre devrait voir la réalité du terrain, parce que durant 5 ans, c'est vrai, il y avait des structures qui étaient là, mais est-ce que c'est la même réalité? Est-ce que les mêmes structures sont représentatives encore 5 ans après? Est-ce que 5 ans après, il n'y a pas d'autres structures qui défendent bien sûr la cause de la presse? C'est pourquoi nous demandons maintenant au ministre de revoir les choses pour un peu étudier les textes de ces différentes structures pour savoir laquelle doit réellement représenter les médias au sein de cette institution de la presse. Voilà, Sidi Diallo, le message, en tout cas, nous l'espérons, est particulièrement bien passé. Merci de vous être prêté à nos questions ce matin, mon cher Sidi Diallo. Nous arrivons à la fin de cette émission. Moussa Moïse, une parenthèse sur quelqu'un qui a marqué l'histoire sociale et politique de la Guinée. Fofana Ibrahima, syndicaliste à tout point de vue, qui a vraiment donné un véritable sens au mouvement syndical dans notre pays. Quand on se rappelle du combat qu'il a mené auprès de Adjaribeto Serra Diallo, la poigne qu'il avait, la résistance qu'il a eue face au général Conté et tous les avantages auxquels il aurait même pu bénéficier, mais c'est un homme qui est resté humble, qui est resté droit dans ses bottes. Il avait un seul objectif, celui de défendre donc ses syndiqués. Donc il a mené ce combat jusqu'à y perdre la vie, parce que ne l'oublions pas, c'est en revenant d'une mission syndicale du côté de Fria qu'il a donc tragiquement perdu la vie du côté de Tormel. Et donc aujourd'hui on se rappelle de lui, c'était un 16 avril, on se rappelle de lui, c'était un syndicaliste complet qui a fait de grandes études. Je ne vais pas citer tout son CV, mais à le lire, vous comprenez bien que Ibrahima Fofana, c'est un syndicaliste complet qui n'a pas brûlé les étapes, qui est donc parti palier par palier. Aujourd'hui, il laisse derrière lui 8 enfants, donc il y a 8 enfants, et il y a sa femme également qui est là, et je pense que le combat qui doit être mené maintenant par son mouvement syndical, c'est comment faire de telle sorte que les idéaux qu'il a défendus, que ces idéaux ne disparaissent pas. Je parle notamment de l'USTG qui est divisé aujourd'hui. Il y a 2 USTG qui existent. Cela prouve à suffisance que l'homme avait de la valeur. S'il était encore vivant, je sais une chose, ce genre de guéguerre n'allait pas du tout arriver. On n'allait pas assister un peu à toute cette pagaille que nous avons un peu dans le mouvement syndical guinéen. Donc, paix à l'âme de ce brave soldat, et que ses frères d'armes ne l'oublient pas. Je pense aussi à ceux qui sont décédés entre-temps, à M. Massari qui est décédé de la CNTG, et également à M. Si Savané. Moussa Moïse, merci pour ce coup de projecteur. C'était important de se souvenir de ceux qui ont marqué l'histoire de notre pays en bien. On espère en tout cas que son héritage soit largement partagé. Vivement de nouveau Dr Ibrahima Fofana dans les mouvements syndicaux et sociaux en République de Guinée. C'est la fin de cette émission. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous pratiquer de 9h à 11h. C'était un plaisir, un privilège de pouvoir vous servir encore ce matin. Derrière moi, vous avez Ibrahima Prince Diallo qui a tout manigancé, j'ai envie de dire. C'est grâce à sa complicité que vous m'avez entendu et que vous avez entendu tous les autres. Merci à l'équipe de la télé. Ce n'était pas facile, mais Cabinet Condé, vous avez réussi, bravo. On se dit à demain dès 9h pour la dernière de la semaine.